bienvenue dans ce webinaire ou cette conférence ou cette formation du programme REA axé sur les innovations et les stratégies de pérennisation des entreprises. Donc du coup, m'est important de vous remercier tous de votre effort, de votre engagement à être présent ce soir, à suivre cette formation. Cela témoigne de votre volonté à parfaire et à vous améliorer non seulement pour vos objectifs personnels et professionnels pour vos entreprises, mais aussi cette volonté de fédérer, de créer cette communauté euh, avec laquelle nous espérons développer non seulement notre pays, mais bien sûr notre continent. Donc voilà, ça c'est pour l'introduction. Globalement, on va essayer de travailler ensemble jusqu'à 22h30. Alors, comment ça va se passer? Donc, je répète les règles. Si on veut parler, on va fermer nos micros pendant toute la séance. Si on veut parler, on ouvre notre micro, on parle et on a fini, on ferme simplement le micro. Et voilà, et je pense qu'il y a un chat où vous pouvez écrire vos questions donc, pour ne pas interrompre. Et maintenant, à chaque fois, je vais passer une étape, un chapitre. Donc, je répondrai à toutes les questions dans le chat et vous pouvez également poser vos questions à ce moment-là. Donc voilà, si tout est OK pour les règles, on va démarrer. Donc je pense que côté son, côté image, c'est bon pour tout le monde. Euh, Parfait. Donc on va démarrer. Donc l'objet de cette séance, comme je le disais tantôt dans mon introduction, c'est de parler d'innovation principalement. Et l'innovation, lorsqu'on est toujours en lead en termes d'innovation, on ne peut que prospérer. Et bien sûr, il y a d'autres stratégies qu'on peut ajouter pour prospérer, notamment, ça se trouve au niveau du management. Dans l'innovation perpétuelle conduit à la prospérité, c'est sûr. Mais cette prospérité, lorsqu'elle est bien accompagnée d'un bon système de management, ça nous garantit également la pérennité. Alors, donc, on va s'accentuer surtout sur l'innovation et la créativité. Donc, créativité, invention et innovation. Ces termes sont parfois assimilés, on les utilise parfois ensemble. Quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui crée, quelqu'un qui fait des inventions, quelqu'un qui innove. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors, c'est une citation de Paul Rama, une définition, disons, de cet économiste, parce que c'est un concept qui est généralement lié à l'économie et non à l'art. Donc, la croissance économique est soutenue peut être atteinte ni par l'épargne ni par l'investissement, les politiques d'ajustement économique, ni rien de tout ça. En gros, c'est la capacité à innover et à créer, déjà résoudre ces problèmes avec des solutions innovantes. Ça veut dire que vous avez toujours eu des problèmes, vous avez toujours eu des solutions, que ce soit des solutions efficaces ou des solutions inefficaces, ou alors que ce soit vous gérez, vous subissez vos problèmes. Toujours est-il qu'il y avait une situation initiale et une appréhension, une manière de gérer différemment ces problèmes nous permettent donc de créer et d'obtenir de l'innovation. Et c'est comme ça que se créent maintenant les systèmes, les outils, les inventions surtout et les innovations. Quand on va parler de créativité, là on parle de carrément créer un nouveau concept, un nouvel outil. Généralement, parfois il y a Lavoisier qui disait, on nous disait en physique, chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais au-delà même de la chimie, cela se retrouve dans le concept de connexion des points. Cela veut dire que vous avez un problème, vous avez différentes possibilités. Et bien, c'est votre capacité à imaginer une solution ou une technique que vous connaissiez déjà, que tout le monde connaissait, mais l'appliquer à un autre domaine pour que ça donne un résultat différent. Là, on peut parler maintenant de création, de créativité. Donc, en réalité, créer ne veut pas forcément dire aller aller trouver quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. Non. Créer veut dire en fait connecter les points, connecter en fait toutes les solutions possibles. Par exemple, une dimension, avec par exemple ce que Apple a fait, une dimension où on connecte, où on s'approprie les codes du luxe et à ceux de l'innovation. Et là, généralement, à l'époque, lorsqu'on parlait de technologie, c'était purement technique. C'est-à-dire que notre appareil a tel giga, a tel RAM, a tel processeur,
Donc, il est le meilleur. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est plus comme ça. C'est celui qui a le meilleur marketing, celui qui présente mieux, celui qui, celui, l'appareil dans lequel on se reconnaît dans la philosophie. Parce que c'est devenu même une question de philosophie, une question d'appartenance même à une classe économique, à même, voilà, un type de personne. Donc, nos appareils nous définissent parfois à notre identité et on se sent plus à l'aise avec un appareil qui nous ressemble plus et qui nous permettent aussi surtout de, de nous sentir plus confiants. Et donc, vous voyez que la technologie a complètement, les stratégies commerciales de la technologie a complètement dévié car elle s'est inspirée par exemple du luxe. Et donc, à partir de là, on va croire qu'il y a une certaine créativité. Alors que non. Aujourd'hui, ce que les technologies, ce que Apple fait, beaucoup de cette technologie existe depuis longtemps, beaucoup de gens l'utilisent, mais lorsqu'on les voit les utiliser actuellement, on croit que non, c'est du jamais vu, c'est eux qui ont apporté cela. Ça existait depuis longtemps, mais ils savent communiquer, ils savent innover, ils savent présenter les choses d'une manière où on croit qu'ils créent. Non, c'est leur capacité à utiliser les éléments dans n'importe quel domaine. Voilà. Ça, c'était pour la créativité. Les inventions. Les inventions, c'est exactement le même. Les inventions et les innovations, c'est exactement le même processus. Sauf que l'invention, c'est la dimension technique de la chose. Ça veut dire que je vais connecter ces points pour créer des outils. Donc, j'ai inventé un outil qui permet de faire un travail ou plusieurs travaux ou des outils simultanés. D'accord? Et par contre, l'innovation, là, c'est là où je vais maintenant utiliser une méthodologie différente. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de faire les choses d'une manière, on va les faire d'une autre manière, on va procéder d'une autre manière. Et cette autre manière-là nous permet peut-être de gagner plus de temps, plus d'énergie, et plus efficiente et plus rapide. Donc, c'est la manière de faire les choses qui constitue l'innovation. Au niveau de l'invention, on peut faire une invention sans qu'elle soit une innovation. C'est-à-dire qu'on peut créer quelque chose de totalement nouveau, quelque chose de pratique, mais la méthodologie si la méthodologie est tout aussi fastidieuse. Ça veut dire que par exemple, nous on veut par exemple faire, beaucoup de gens qui sont dans les projets de pavé, ils ont voulu aller sur l'aspect, présenter leur projet sur l'aspect innovation. Parce qu'on utilise du sable, on utilise voilà, des trucs, entre guillemets, écologiques. Mais le problème, c'est que lorsqu'on va commencer à transformer ce sable-là et ces éléments naturels en pavé, la machine qui va travailler, elle marche peut-être au gasoil, d'essence, qu'elle pollue vraiment. Et donc, l'aspect maintenant, invention, c'est là, c'est clair. Mais l'aspect innovation n'est pas là parce que si on veut, cette technologie-là pollue beaucoup plus, pollue autant, voire beaucoup plus que l'ancienne méthode. Donc, il ne suffit pas de faire différent pour dire on a créé ou on a fait une innovation. Donc, ça, c'était le rappel de ces trois concepts. Créativité, invention, innovation. Donc, idéalement, une bonne entreprise qui se positionne devrait avoir de la créativité, c'est-à-dire connecter des points, utiliser des concepts qui n'ont peut-être pas de lien entre eux vraisemblablement, mais de manière à ce que les gens soient toujours étonnés de voir cela. Donc, utiliser les codes d'un domaine pour l'appliquer à un domaine. L'invention, donc, c'est la technologie, l'outil que vous allez utiliser, voilà. Et au niveau de l'innovation, ça c'est l'invention. Au niveau de l'innovation, donc, la méthodologie que vous allez utiliser, la manière de parler, la manière de présenter, tout ce qui est innovation tourne autour des méthodologies, des habitudes et de la manière surtout. Donc, ça, c'était pour la compréhension des mots et des termes qu'on utilise généralement. Donc, pour revenir à Romer, donc il disait que ce n'est ni la croissance n'est soutenue ni par l'épargne, ni par l'investissement, ni par les politiques d'ajustement structurel, ni l'incitation fiscale, les subventions, tout, tout, tout. Donc, les entreprises, les structures, les grandes organisations, même les pays, beaucoup vont s'accentuer sur ces éléments-là pour dire qu'on se développe, on a une croissance économique ou pas. Pourtant, on le voit que ces éléments-là, certes, peuvent être témoins d'une croissance, mais l'élément général qui fait d'une structure, euh, comment dire, qui gère, comment dire, qui est témoin ou qui caractérise la croissance d'une entreprise, c'est très souvent, très généralement, la créativité, l'invention et l'innovation. On peut créer une entreprise, deux personnes peuvent créer deux entreprises différentes dans le même domaine technologique, sauf qu'il y en a un qui commence avec un super portefeuille de 100 millions,
l'autre n'en a que 10 millions. Eh bien, même si avec 100 millions, vous avez un plus gros chiffre d'affaires, vous avez plus d'outils, plus de chances, plus de budget de recherche et d'innovation. Si la petite entreprise à 10 millions arrive à euh, créer des outils ou créer une innovation marketing, pas seulement marketing, mais que ce soit sur le produit, que ce soit la technique de vente, que ce soit, en tout cas, tout arrive à créer cette innovation, elle va vous battre parce elle va courir beaucoup plus vite et donc gagner plus de marché. C'est souvent ce qu'on appelle souvent du product market fit. C'est-à-dire qu'un produit qui marche tellement bien qu'il est adapté au marché qu'on l'achète forcément, il marche forcément. D'accord? Donc ça, c'était important pour la question de l'innovation. Voilà. Donc je pense qu'on est tout le monde suit. On va parler également de technologie, d'innovation, de science et de développement. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'entreprises investissent dans la recherche et le développement. Tout cela, c'est pour favoriser donc, ou augmenter leurs chances d'obtenir maintenant, de gagner en technologie, en innovation et voilà, et se développer. Parce que beaucoup ont compris que ne peut pas être dans l'opérationnel pour se développer. Ce qu'on fait tous les jours, ça nous maintient en vie. Donc, il faudra créer des concepts nouveaux, des outils nouveaux, voilà. Et donc, la technologie elle étudie systématiquement les techniques de fabrication des procédés. Ça veut dire que l'innovation, ce n'est pas forcément aussi amener un nouveau produit. Par exemple, je produis maintenant, je sais pas, je produis des meubles. Je produis des meubles, je les vends. Eh bien, voilà, la manière dont je fais ces meubles, je les fais différemment pour gagner en termes de coût. Par exemple, nous, quand on veut acheter, par exemple, des meubles, on va chez un musée ou on va dans une grande boutique où ils vendent les meubles, des tables, des lits, des chaises, et ainsi de suite. Par exemple, si vous connaissez par exemple Ikea, eux, ils vendent également des meubles. Mais les boutiques Ikea, la méthodologie est différente pour la conception et la mise en vente. Ils ont détruit tout ce qui peut faire que le meuble peut coûter cher et donc c'est facile. Déjà parce que tous les meubles arrivent étant démontés. Aucun meuble ne se vend monté. Ils vont juste monter peut-être un modèle d'exposition et ça encore, ça ne sort pas. C'est juste pour montrer au client. Donc le client dit je veux ce meuble, ce lit, et ainsi de suite. Donc ils vont directement vous livrer ou vous partez avec dans votre voiture le meuble. Et le meuble est fait de telle manière que il suffit d'être un petit peu, voilà, un petit peu courageux, un petit peu bricoleur pour monter votre meuble vous-même. Sans clous, sans rien, juste des vis. Et tout est prêt. C'est comme si vous faisiez un puzzle. Et c'est bien pour les gens qui sont un peu curieux ou les enfants qui aiment bricoler. Et ça finit. Et donc, on économise beaucoup en termes de place, on économise en termes de coûts de fabrication, de vis, d'écrous, ainsi de suite. On va juste assembler les pièces qu'il faut et le client lui-même va monter le truc. Et bien sûr, c'est beaucoup moins cher en termes de prix, donc on bat les concurrents directement. Donc, vous voyez que on est toujours dans la vente des mêmes meubles, mais on conçoit différemment, donc on vend différemment. Donc, ça fait une économie super sur nos prix. Donc l'innovation, c'est aussi en interne. Donc la science est la volonté permanente de comprendre et d'interpréter le monde. Donc l'apprentissage. Ça veut dire que les entreprises doivent être dans une démarche perpétuelle d'apprentissage, de connaissance. Ça veut dire qu'il y a par exemple les entreprises concurrentes d'IKEA qui ont vu ça. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, ils vont apprendre, ils vont étudier, voir comment ils ont fait, voir comment on peut non seulement appliquer cette méthodologie, mais l'améliorer pour nous. Parce que voilà, le monde évolue, tous vos concurrents appliquent des méthodologies voilà, pour être beaucoup moins chers et pour optimiser leurs coûts. Et vous, vous restez sur les anciennes méthodes. Donc la technologie est aussi ancienne que l'humanité. Donc à n'importe quelle ère de l'humanité, il y avait forcément une technologie. Même la daba, en réalité, on peut considérer ça comme une technologie. Sans la daba, on allait creuser avec des pierres, avec des bouts de bois, avec nos mains. Donc, technologie, comment dire, toute innovation qui peut être considérée comme une science peut être aussi considérée comme une science et donc une science peut être développée. Il suffit juste de se dire comment on peut utiliser, comment on peut optimiser cela. Bon, je ne vais pas juste le dire, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup de travaux, beaucoup d'essais, mais quand même, c'est le premier pas vers l'innovation. Donc, ça, c'était pour l'innovation.
Le développement technique et l'innovation sont parmi les facteurs les plus importants du développement économique. Ça, je l'ai déjà dit et je pense que vous commencez à comprendre à quel point c'est la survie d'une entreprise ou son développement et sont liés à sa capacité à innover, à créer de nouvelles technologies, de nouvelles méthodologies. Sans cela, les entreprises seront dans l'opérationnel et vont juste travailler pour survivre. Et à un moment donné, les concurrents vont trouver, ou en tout cas l'environnement va évoluer de manière à ce que l'ancienne méthode ne marche plus, soit elle s'adapte, mais encore, soit elle s'adapte, s'adapter, c'est juste survivre, c'est ce que je fais, comme les autres pour ne pas mourir, mais je ne pourrais pas concurrencer les leaders qui ont commencé, qui ont perfectionné ces méthodes-là, et donc je risque de mourir à un moment donné. Donc vous voyez qu'avant de parler de pérennité, il faut avoir ce sens de l'innovation pour déjà exister. Voilà. Donc la croissance économique à long terme est le fruit de l'accumulation de la croissance de la connaissance technique. Donc, il faudra à un moment donné dans vos structures avoir, même si vous n'avez pas de département, vous êtes le seul employé, comment dire, le concepteur, vous devez avoir, même si ce n'est pas un département, un temps où vous allez vous asseoir, faire une analyse globale. C'est pour ça que généralement on en fait souvent dans les business plans, mais c'est juste comme le papier est tellement politisé que on cherche de l'argent avec, on cherche machin. Alors qu'il faut s'asseoir, voir globalement. Moi, je fais cela. Quelle est la meilleure méthode pour cela? Les Indiens font comment, les Maliens font comment, les Chinois font comment, les Burkinabés font comment? Et qui a les meilleurs coûts? Et comment ils font? Et quels sont les outils qu'ils font? Donc, je me rends compte et je prends aussi, je prends logiquement celle qui me va, celle qui passe avec mon environnement et celle qui est moins chère. Donc, et je réfléchis à comment je peux l'améliorer et donc créer une innovation en termes de coût chez moi et en termes de méthodologie. Et pourquoi pas en termes de produits même à proposer. Et donc, la part donc des matières premières, les main-d'œuvre, exactement ce que je disais, la main-d'œuvre, l'avantage compétitif, les nouveaux produits diminuent régulièrement. Donc, l'innovation, la science, le développement, tout ça passe par une première étape qui est l'apprentissage. Donc, vous ne pouvez pas venir dire je vais commencer à innover sans avoir une grosse connaissance, une bonne compréhension du domaine. Donc, ça veut dire que l'innovation, ce n'est pas un hasard. Parfois, on pense que et généralement, ceux qui innovent, ils ne se disent pas ils disent pas sur tout le temps qu'on a fait des recherches des années. Ils disent non, on a juste vu ça, on s'est dit, est-ce que si on faisait comme ça, et puis boum, on a trouvé notre secret. Non, c'est des efforts de recherche, de compréhension d'abord, d'essais et d'échecs pour avoir trouvé la bonne formule. Et cette formule, bien sûr, on la garde secrète. Vous voyez qu'il y a beaucoup de secrets qui se créent dans les entreprises autour de ces choses-là. C'est à cause de ça. Et c'est pour cela aussi, on parle souvent aussi d'espionnage industriel, parce qu'on veut savoir comment les autres font pour être plus intéressants, pour pouvoir faire pareil et concurrencer. Donc, l'innovation aussi rime avec secret aussi. Ça veut dire que, par exemple, vous achetez un paquet de lait parce que vous voulez faire le même genre de lait. Vous voyez la composition, tel milligramme de sucre, tel milligramme de glucose, ainsi de suite. Mais jamais vous n'allez avoir la vraie méthodologie qu'ils ont eue. Parce que vous prenez les mêmes éléments quand vous concevez, vous n'allez pas jamais avoir le même goût ou même parfois la même texture. Parce qu'ils ont gardé la méthodologie réelle pour concevoir cela. Et ils le disent, c'est ingrédient, c'est la composition chimique. On vous la présente, il n'y a pas de souci, c'est la loi qui l'exige. Mais comment on a fait pour préparer? Quelle est la variété qu'on a fait, et ainsi de suite. C'est des choses qui restent secrètes parce que c'est une innovation, ils ont dépensé cher, ils ont investi lourd en recherche et développement pour cela. Et donc, ils doivent rentabiliser cela. Et donc, voilà. Donc, innovation aussi rime avec secret. Maintenant, toujours dans la technologie et l'innovation, inspiration sans fin. C'est vrai que les deux sont liés. C'est vrai que, par exemple, on regarde ceci, par exemple, depuis les origines des civilisations chinoises, s'attache à avoir une grande compétence aux compétences techniques. Telles que, par exemple, le génie hydraulique. C'est vrai que la survie dépendait, par exemple, de la maîtrise des crues enrichissantes et des destructions de Wangwo, c'est-à-dire le fleuve jaune. Wangwo, c'est un des fleuves qui a sauvé euh, une ethnie. Il y a en fait, chez nous, on a les Bambara, les Peul-et-Tout. Il y a beaucoup d'ethnies également dans ces pays-là. Et il y a une ethnie qu'on appelle les Han.
Souvent, même, c'est leur nom de famille. Et les Han, justement, ont cette spécialité-là que généralement tous les gens de cette ethnie-là connaissent un peu l'eau. Parce que, et c'est même devenu une généralité aujourd'hui. Toutes les grandes sociétés d'ingénierie, tous les grands ingénieurs, toutes les personnes qui maîtrisent les barrages hydroélectriques, tout ce qui se tourne autour de cela, il y a forcément des Han qui sont soit à la tête ou en tout cas, ils dirigent ces sociétés-là. Pourquoi? Parce que voilà, depuis le début de la civilisation, ils sont connus comme étant les spécialistes de la maîtrise d'ouvrage liée à l'eau, voilà, à cette technologie-là. Et aujourd'hui encore, les gens se demandent, mais parfois ils sont transparents, ils disent non, on fait comme ci, comme ça. Mais on se demande, mais quel est le mysticisme qui fait que toujours c'est dans cette ethnie que les gens sont les meilleurs. Et c'est grave même dans l'esprit des gens que c'est eux qui ont la technologie, c'est eux qui ont voilà, comment dire, cette technologie, cette innovation. Et donc, eux aussi, ils perpétuent ces traditions-là. Donc, c'est pour vous dire en fait que l'innovation, c'est pas quelque chose qui se crée du jour au lendemain. Ça part de loin généralement et la seule chose qui est réelle, c'est le renouveau perpétuel. C'est-à-dire qu'on va toujours essayer de faire mieux ce qu'on faisait déjà. Donc, on ne va pas chercher à faire, à parachuter quelque chose de nouveau. Non. On va peut-être faire différemment, améliorer ou changer la méthodologie ou revoir la finalité, mais quand même, l'objectif est le même. Donc, au niveau occidental, par exemple, les connaissances au niveau du travail, au niveau du travail de soi, les compas, les règles, les papiers, en fait, tout ce qui était géométrie, tout ce qui touchait à l'architecture, à une certaine forme d'architecture, sont dérivés de la Chine et précisément de cette ethnie-là. Et donc, il a fallu donc des siècles avant que les Européens soient capables d'obtenir une qualité comparable. Et donc, ça revient à ce que je disais tout de suite, la protection et la connaissance des choses. Aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de connaissances sont démocratisées. Et même là encore, avec Internet, on apprend beaucoup de choses, mais beaucoup de choses sont cachées. Euh, je pense que j'ai une coupure. J'espère que vous êtes encore là. Je suis pas là. Allô? Voilà, je suis de retour. Ah non, on m'a dit c'est comme ça. Hein. Ouais, tu n'entends pas le groupe électrogène du voisin. Voilà, donc je suis de retour. On est sur le forfait. Donc voilà. L'expert Boari, j'espère que vous êtes avec nous. Hein. Votre micro est off. Ah, ok. C'est bon maintenant. Est-ce que tout le monde m'entend maintenant? C'est bon? Oui. Voilà. Donc effectivement, on a une coupure de courant. Donc voilà, donc ça c'est les choses qui arrivent.
Donc voilà, on essaie de continuer tant qu'on a encore de l'énergie et tant que les batteries sont encore pleines. Voilà, donc, mais jusque-là, je pense que vous suiviez, on parlait d'innovation, on parlait beaucoup des Han et des Chinois. Donc tout cela pour dire que l'innovation, il y a beaucoup de secrets et beaucoup de sacralisation parce que quand vous découvrez une innovation, une réelle innovation, que ce soit technologique, que ce soit en méthodologie ou que ce soit en invention, euh, il y a bien sûr de la protection derrière. Voilà. Donc je continue. Dans les facteurs et conditions d'un environnement favorable et propice à l'innovation. Évidemment, donc ça veut dire qu'on peut pas, on n'arrive pas souvent à innover dans n'importe quel contexte. Déjà, il y a l'éducation qui favorise cela. Comme je vous l'ai dit, il faut avoir une bonne connaissance du domaine dans lequel vous voulez innover. Je veux faire une innovation marketing, ça veut dire que je dois connaître et comprendre toutes les études, toutes les méthodes, toutes les astuces qui sont utilisées dans le domaine. Et si c'est dans la technologie, je dois reconnaître toute l'historique, toutes les composantes, toutes les solutions qui ont été faites et donc essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui pourrait être fait, pourquoi ça n'a pas été fait, peut-être c'est pas bon, ainsi de suite. Donc, l'éducation et la connaissance sont fondamentales. Comme je disais, on peut pas réussir à innover dans un domaine qu'on ne conçoit même pas. Il faut déjà faire des recherches, avoir des connaissances genre dans le domaine pour comprendre qu'il y a une problématique et aussi essayer de, voilà. Et l'éducation, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des compétences. Et là, pour le coup, c'est l'éducation spécialisée qui est intéressante. Une éducation généraliste est bien, mais rarement sont les généralistes qui font de l'innovation. Généralement, des gens qui ont une connaissance pointue et spécifique dans un domaine qu'ils ont bien étudié, qu'ils ont tenté des choses, voilà. Et donc, l'éducation. L'information, le transfert de connaissances. Donc, on on continue sur la même voie. Ça veut dire que j'ai eu une information spécifique, j'ai eu un transfert, j'ai rencontré des gens, j'ai travaillé dans une entreprise qui utilisait une technologie, où on m'a directement légué certaines connaissances. Donc, il y a des connaissances des connaissances propres ou impropres qu'on m'a transférées avec lesquelles je travaille. Peut-être des connaissances un peu moins vulgarisées généralement. Voilà. Donc, les politiques publiques, notamment en matière fiscale, les cadres législatifs et réglementaires adaptés. Alors, vous allez me dire, ouais, comment est-ce que les politiques publiques, notamment l'aspect fiscal, peuvent pousser? Comme j'ai dit, l'environnement est tout. Ça veut dire que l'environnement, c'est ce que vous avez autour de vous, les personnes, mais aussi les outils, voilà, les habitudes, ainsi de suite. Tout- et donc, les politiques publiques influencent tout cela. Si, par exemple, on décide de légaliser ou d'autoriser une certaine technologie à venir dans le pays, vous y serez sensible et forcément, vous allez essayer de voir comment améliorer ou utiliser cela. Admettons que demain, euh, l'État décide voilà, de favoriser toutes les technologies liées à l'éolienne. Vous savez que les grandes turbines qui tournent dans le ciel avec l'énergie du vent, pour pouvoir générer donc voilà, de l'électricité. Ben on va dire que voilà, le Mali va essayer de développer maintenant comment dire, la production d'électricité à travers le vent. Donc tout de suite, on rend ça, on en parle partout, on pousse les gens à toucher tout de suite. Et donc, toutes ces personnes-là qui remplissent les deux premières conditions, qui ont déjà une bonne éducation, qui connaissent déjà un peu la technologie, et ceux qui ont reçu des informations, des spécialisations particulières, seront tout de suite motivés et enclins à vouloir essayer donc d'innover et de proposer quelque chose. Parce qu'il y a personne d'autre qui le fait. Et donc, vous voyez que ça motive. Et pareil, pour ceux-là qui vivent maintenant, dans ce cadre, donc, ils y verront forcément une opportunité. Donc, les législations font des opportunités. Et l'exemple dont qui revient souvent, c'est, je pense, la défiscalisation des produits liés au soleil. Voilà. Donc, vous voyez que dès qu'on a fait ça, beaucoup ont investi dedans. Voilà. Et ça fait que, voilà, il y a beaucoup qui tentent et voilà, qui achètent parce que les gens essaient de vendre. Donc, sans cela, je ne pense pas que beaucoup se seraient mis dans le solaire parce que ça coûterait beaucoup plus cher, beaucoup trop cher peut-être.
Donc, ça favorise l'innovation, qu'on le veut ou non. L'infrastructure industrielle, les techniques et bien sûr, et donc pour le recherche et développement. Donc, si on comprend bien tout cela, ça veut dire que si ça c'est l'éducation, l'information, imagine ça, je disais ça de manière pour les personnes, les individus. Maintenant, pour une entreprise, comment est-ce qu'une entreprise acquiert de l'éducation, de l'information? C'est généralement à travers des recherches, donc des recherches et de développement. Donc, et oui, donc ça veut dire que toute entreprise qui a à cœur d'innover devrait avoir effectivement un département de recherche et développement. Et quelle que soit la taille de votre structure, il en faut forcément. Même si vous êtes le gérant unique, bah, vous allez trouver un temps. Aujourd'hui, je me mets en mode de recherche et développement. Je vais étudier et je vais faire des recherches, tester des choses et essayer de, voilà, de proposer quelque chose en termes d'invention ou d'innovation. Donc, un système efficace propre à, comment dire, un système efficace de propriété intellectuelle. Évidemment, s'il n'y a pas de propriété intellectuelle, s'il n'y a pas de protection de la propriété intellectuelle, c'est compliqué. C'est que moi, je peux me battre, trouver un truc, quelqu'un vient, il copie exactement la même chose et fait mieux que moi parce que là, il a une plus grande force de communication, il a plus de moyens, il a plus d'outils. Et donc, oui, ça c'est un danger euh, pour la propriété intellectuelle et donc à l'innovation. Parce qu'il y en a qui, et beaucoup de gens sont dans cette situation, ils ont peur. Ils ont peur de parler de leur projet, ils ont peur de présenter, ils ont peur parfois de se lancer. Et donc, parce qu'ils ont peur qu'on leur vole leur projet. Et plus tu as peur qu'on te vole, moins tu vas en parler, et ainsi de suite. Donc, si vous êtes dans un environnement où il y a constamment des vols, il n'y a aucun moyen de faire voilà, tes droits en termes de propriété intellectuelle, bah, ça freine l'innovation. Les reconnaissances et les récompenses. Effectivement, quand vous savez que voilà, chaque innovation est récompensée et vous avez des fonds de recherche, vous avez des bourses, vous avez beaucoup de choses et vous avez cette reconnaissance aussi publique, voilà, donc ça favorise, surtout au niveau des chercheurs. Le climat, la culture d'entreprise, tout cela, voilà, ça n'influence pas que l'innovation, mais c'est clair que ça joue également sur la capacité des gens à proposer des nouvelles outils, des nouvelles idées, tout cela. La main-d'œuvre et l'environnement de travail. Donc, ça rejoint ce que je disais tout de suite sur le climat. C'est induit, c'est inévitable que, parce que c'est eux, la chaîne ouvrière, c'est eux ils sont contents, ils sont fatigués, et ainsi de suite. Ils subissent quelque chose. Peut-être que, par exemple, vous avez des employés qui sont dans une routine où la méthodologie est certes productive, mais déjà, elle fatigue les gens et il y en a peut-être quelques-uns qui ils pensent pouvoir faire le même travail, mais beaucoup plus rapidement avec une méthode différente. Il faut être ouvert aussi à créer un environnement ouvert aussi à la communication dans ce sens et à proposer toujours des solutions d'innovation, c'est-à-dire que des solutions de réduction de coûts, des solutions d'amélioration de produits. Donc il faudrait avoir une communication ouverte, surtout envers vos collaborateurs, ouverte dans le sens où si vous avez des idées, si vous avez des stratégies d'innovation, il faut que ça sorte. Voilà. Et bien sûr, l'esprit d'entreprendre. Ça, je pense qu'on vous a toujours rabâché ça depuis le début, depuis que vous avez sauté entrepreneur. On vous dit qu'il faut avoir l'esprit d'entreprendre, il faut être motivé, il faut toujours aller chercher les problèmes pour pouvoir proposer des solutions. Et donc, chaque entrepreneur essaie de résoudre des problèmes. Et bien, si on vous le répète tout le temps, ça fait que c'est vrai et c'est fondamental. Un entrepreneur qui n'est pas là pour résoudre, qui ne résout aucun problème, ne peut prospérer. Et surtout qu'il le résout d'une manière optimale, ça c'est toujours le plus intéressant. Donc l'esprit d'entreprise est important aussi pour innover. Les fonds et les ressources financières disponibles. Bah oui, parfois on ne peut pas innover quand on n'a rien. Surtout si on parle d'innovation technologique ou que ce soit dans le domaine de la biochimie. En tout cas, tous ces domaines assez techniques, assez sensibles, il faut beaucoup d'argent pour faire ces recherches. Maintenant, il y a aussi ce que je vous ai dit au tout début, la connexion des points. On peut innover aussi dans la mobilisation des ressources. On peut innover dans la combinaison et la production, surtout des, des, des formes d'innovation qu'on va proposer. On peut innover par exemple dans les techniques, mais innover par exemple à échelle réduite. C'est-à-dire que
je vais innover sur une procédure, je vais innover sur une manière d'utiliser. C'est la moins coûteuse. Vous voyez? Par exemple, par exemple, développer un nouvel outil, développer une nouvelle technologie, développer une nouvelle science, c'est des choses, et c'est ce qui est fondamental, mais c'est une chose très très chère. Donc, il faut être préparé à investir beaucoup et toujours, il y a toujours un risque de ne pas obtenir de résultats. Mais bien sûr, si on remplit les conditions préalables tout en haut, bah, généralement ça va. C'est-à-dire l'esprit d'entrepreneur, l'éducation, l'information, et bien étudié, voilà. Donc, voilà. Et créer le climat qu'il faut. Maintenant, pays et entreprises, donc les politiques et les engagements des ressources, ça c'est important. La stimulation et la créativité des personnes, la promotion de l'esprit d'entrepreneur, l'augmentation de la productivité, la- l'acquisition d'avantages concurrentiels et bien sûr la création de richesses améliorées. Donc c'est donc ça les motivations ou les raisons qui peuvent nous pousser à vouloir innover, surtout en tant qu'entreprise, en tant que pays, en tant qu'organisation. Donc, l'environnement favorable, comme je le disais tout de suite, donc tout ce que j'ai cité, en tout cas, existe en plus ou moins quantité ou niveau ou pourcentage dans un environnement. Donc, à chacun de tirer parti de ces éléments-là pour pouvoir créer ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que les inventions ne naissent pas tout seules, elles sont généralement créées par des personnes motivées. Donc, l'un des éléments fondamentaux, c'est la motivation. Je décide de créer une innovation dans ce domaine, de faire quelque chose que personne n'a jamais vu, ou en tout cas, je veux travailler de manière à ce que, pas comme les autres, je veux optimiser la production, je veux optimiser le produit que je veux présenter, je veux optimiser la manière dont je vais différencier la manière dont je vais voir les gens, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on disait hier par rapport aux choses, au branding. C'est rentrer dans la tête du client et voir maintenant quelle serait l'image idéale ou l'image confortable qu'elle a d'une chose et de la refléter. Donc au-delà de se faire connaître, il faudra se faire reconnaître. Bien sûr, généralement, lorsqu'on a une innovation, on se fait reconnaître directement. Je connais celui-là et c'est lui qui propose tel service, c'est lui qui propose telle technologie. Donc, ça, c'est une manière d'innover. Voilà. On va continuer également sur l'aspect des défis à lancer la stabilité. Ça veut dire que par nature, l'homme est écartelé entre la sécurité et l'aventure. Je pense on est tous confrontés à à ce genre de choix. C'est que des choix où vous allez faire attention, vous allez faire des choix raisonnables, vous allez faire attention et vous allez chercher à vous protéger ou à protéger vos affaires ou alors aller avoir une aversion vers le risque et tenter. Eh bien, voilà, la gestion de cet équilibre aussi joue sur notre capacité à innover. Ça veut dire que moi, par exemple, je travaille, je gagne un peu d'argent. Bien, cet argent-là, soit je l'économise, je le sécurise au vu de telle chose qui va venir, ou alors je prends le risque de tout investir dans un projet dont je n'ai aucune idée des chances de rentabilité. J'espère que ça va marcher, mais je ne peux pas je n'ai aucune garantie de cela. Et donc, on est tiraillé entre cela. Si on a, et on peut innover que dans le sens où on va vers l'aventure et les risques, malheureusement. Et beaucoup de gens, comme ça varie, beaucoup de gens n'ont pas de stratégie de maîtrise ou de gestion de risque. Ça veut dire que des idées sans risque sont inutiles et des risques aussi sans idées sont stupides. Il faut donc trouver un équilibre sans les deux. Un équilibre des deux. Donc être créatif est risqué, le coût est élevé, mais la récompense est plus importante. C'est même la notion de risque. Plus tu prends de risque, plus tu as de chances. Donc je reprends cette conclusion-là et je vous recommande de la noter. Des idées sans risque sont inutiles. Ça ne sert à rien si tu as des idées, mais tu ne prends pas le risque de les réaliser. Et prendre des risques aussi sans idée, c'est stupide. C'est-à-dire que tu prends des risques, tu n'as aucun calcul, tu n'as aucune préparation, c'est stupide. Donc des idées sans risque sont inutiles, des risques sans idées sont stupides. Voilà. Donc on parle également de facilité au lieu de réglementer. Oui, ça, ce serait
Ça, c'est pour les décideurs. Donc, on parle bien sûr d'innovation toujours, faciliter l'innovation en créant l'environnement qu'il faut, au lieu de le réglementer. Parce que essayer de... Vous voyez, généralement, beaucoup d'entreprises qui veulent innover, si je prends par exemple le cas de Google, quand vous allez voir par exemple les images de leurs bâtiments, le bureau, comment est-ce que les gens travaillent, vous voyez que il y a quelques règles de limite pour la bienséance des lieux, mais les gens sont totalement libres. Quand il y en a qui vont rentrer leur journée, dit voilà, je me lève à telle heure, comme il veut, il prend son vélo, il arrive au bureau, voilà, il va aller d'abord manger, prendre le temps de lire un petit livre, après il va se mettre sur l'ordinateur et voilà, et travailler. Donc, et pourtant il a des objectifs, mais aucune pression, aucun jugement de valeur voilà, sur la méthode qu'il a. Donc, aucune pression, mais juste des objectifs. Ça veut dire que vous devez faciliter au lieu de réglementer. Et donc, ça, c'est une approche par les objectifs. Si on veut créer, mais si on veut juste maintenir le rythme d'activité, bah, venez à 8 heures, partez à 20 heures, on s'en fout de votre état mental, ainsi de suite. Donc, on a des heures précises, on a des choses. On veut maintenir à flot les choses. D'accord? On n'attend pas d'eux d'être créatifs généralement. Si surtout, si on leur met la pression. Donc, assurer aux inventeurs et aux créateurs une part équitable des bénéfices. Bah oui, ce serait évident, ce serait, c'est la base même de la motivation. Je pense que si ils doivent travailler, créer des innovations et ne pas en profiter, bah, non seulement c'est injuste, mais ça motive, ça démotive pour travailler prochainement et ça fait de vous généralement un escroc. Donc, une attitude positive à l'égard aussi des risques et des échecs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, avoir une attitude positive à l'égard des échecs, ça veut dire que la vie est faite d'échecs. Il faut aller d'échec en échec pour pouvoir un jour dire que voilà, j'ai réussi après tel échec. Donc, il faut également aussi savoir valoriser ces échecs. Parfois, généralement, on dit que on n'aime pas parler de nos échecs, on a peur de cela, mais pourtant, comme je le disais, c'est à travers l'accumulation d'informations, de connaissances, qu'on peut un jour maintenant dire un jour innover. Et donc, l'accumulation d'échecs nous permet également déjà de maîtriser et de diminuer les risques lorsqu'on attaque un nouveau projet. Donc, encourager les inventeurs et les créateurs à s'associer aux chefs d'entreprise pour développer des idées innovatrices. Bah oui, si dans votre entreprise vous avez des génies ou des gens qui ont des idées, on ne les impose pas, on les accompagne. On les impose pas, on les accompagne dans la création d'idées, dans la création des solutions, ainsi de suite. Parce que quelque chose qui est imposé, là où il n'y a pas d'innovation, on cherche à accomplir une tâche, on essaie de faire ce qu'il faut pour satisfaire le chef et c'est fini. Donc ça n'a aucun sens. Donc, il faut avoir aussi cette souplesse et gérer les créateurs. C'est pour ça que généralement, eux, ils sont toujours dans ce département de recherche et développement. Et très souvent, peut-être ça peut être des salariés qui étaient dans quelque chose, on les met dans le projet parce qu'ils seront gérés différemment que dans l'opérationnel. Et petite parenthèse, comprenez quand à chaque fois que je dis opérationnel, c'est comprendre que une entreprise a toujours une phase de projet et une phase opérationnelle. Par exemple, on vous a toujours dit que voilà, c'est quoi une startup? C'est une structure qui cherche son modèle économique. Bah, c'est ça en fait. Donc, pendant toute cette phase où vous êtes une startup ou une entreprise naissante, vous cherchez un moyen de gagner, de stabiliser vos finances, ainsi de suite. Et dès lors que vous avez trouvé maintenant ce filon, vous passez maintenant en phase opérationnelle, c'est-à-dire que vous produisez à échelle, vous investissez plus, vous développez et vous êtes dans une activité croissante et une activité surtout régulière. On maintient le rythme, sinon augmentons la cadence. Et l'exemple qu'on donne pour le parallèle, c'est, par exemple, je décide qu'on va construire une usine. Construire une usine, c'est un projet. Parce c'est un projet colossal même. Donc, il faudra acheter les équipements, former, trouver le local. Bref, je ne sais pas le détail, mais vous comprenez que imaginez c'est une usine, voilà, voilà, une brasserie de boissons, une usine de ciment, une usine de peu importe. Monter une usine, c'est compliqué. C'est un projet. Mais dès lors qu'on a réussi, on a monté l'usine, l'usine est montée, tous les équipements sont là, tous les sites sont là, tous les tests, toutes les conformités, l'énergie est là, les employés sont là, ils sont formés, tout est là. À ce moment, le projet on a fait les tests, on a les premiers résultats, ils sont conformes.
Dès qu'on a tout ça, le projet il est fini. Vous êtes maintenant, vous êtes maintenant dans l'obligation de produire tous les jours. Et là, c'est la rigueur. Là, on n'a pas le temps de jouer. Donc, vous voyez. Et là, on ne va pas aller dans l'innovation, de chercher. Peut-être même ceux-là qui doivent innover, on va les mettre sur un autre projet à côté, mais on va s'accentuer sur l'opérationnel. Et dans l'opérationnel, on a opération. On le fait, on le refait, on le fait, on le refait. On essaie de le faire toujours de plus en plus vite et de mieux en mieux. Donc, c'est cela aussi la différence entre les choses. Donc, n'attendez pas d'employés qui sont dans l'opérationnel d'innover. Peut-être on peut juste leur demander comment on peut optimiser leur travail. Une grosse innovation, ça marche généralement avec des projets sortis. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas dans une routine, mais plutôt des gens qui sont dans la recherche continue. Voilà. Donc, les inventions. Les inventions, donc, création d'une chose qui n'existait pas auparavant, c'est effectivement. Donc, une solution nouvelle solution nouvelle à travers des problèmes existants. C'est le fruit de la créativité et de la curiosité humaine. Et bien sûr, les inventions fructueuses, fructueuses répondent à une demande, évidemment. Donc, ça, c'est la caractéristique d'une innovation. Donc, création d'une chose qui n'existait pas avant. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est l'issue de tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais que ce soit la méthodologie, que ce soit la connexion des points, l'environnement, tout cela contribue à donner un avantage concurrentiel à un avantage sur ses concurrents, disons. Avantage concurrentiel sur ses concurrents, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, on a un avantage. Donc, les inventions, donc euh, quelques inventions constituent donc des percées technologiques. Donc, une nouvelle industrie, une nouvelle entreprise, un nouveau marché. Bien sûr, quand on a une nouvelle invention, ça peut créer tout cela. Une nouvelle industrie, ça veut dire que, vous voyez que par exemple, à l'époque, on a commencé à faire les montres connectées. C'était, technologiquement, il n'y avait rien d'impossible, rien qu'on ne connaissait. On a connecté des points, on a mis un écran sur notre montre, ça nous donne les fréquences cardiaques, les trucs pour le sport, ainsi de suite. Donc, ça a créé une nouvelle industrie. Ça veut dire qu'on a créé une nouvelle industrie, ça a créé de nouvelles entreprises. Il y a des entreprises qui sont mises dans ça et uniquement ça. Et donc, ça crée un nouveau marché. Donc, c'est ça l'avantage des inventions. Donc, la plupart des inventions euh, ne sont pas par rapport à l'état technique. Donc, on cherche généralement une meilleure qualité, meilleur résultat, meilleure productivité, satisfaction des consommateurs et réduction des coûts. Voilà. Ok. Donc, l'histoire un petit peu de l'innovation, donc au 19e siècle, on parlait de promotion des inventeurs. Puis au 20e, la protection des intérêts des professionnels des inventeurs anonymes. Et bien sûr, maintenant au 21e siècle, on est au niveau de la sensibilisation et de l'émancipation des individus créateurs et des chefs d'entreprise. Effectivement, on motive les gens à créer. Et vous voyez que même dans nos pays, on est tous conscients qu'aujourd'hui, maintenant, c'est l'entrepreneuriat, c'est les chefs d'entreprise voilà, qui peuvent être la clé de développement des pays. On met la promotion de patrimoine. Donc, l'innovation est l'une des clés de développement de carrément non seulement d'un pays, mais d'une entreprise, d'un secteur d'activité, ainsi de suite. Donc, création d'outils nouvelles sont nécessaires. Il n'y a pas d'innovation, pas d'évolution, pas d'avantage concurrentiel. Donc, les inventions sont un bon levier. Pour continuer sur l'innovation, donc, ce sont des processus à processus de mettre donc une invention sur le marché à disposition des utilisateurs. Donc l'invention donc est planifiée et elle n'est pas le fruit du hasard. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas le fruit du hasard. C'est que parfois ceux qui ont réussi, quand on vous demande comment est-ce que vous en êtes arrivé là, ils vont dire bon, on a testé deux, trois éléments, on s'est dit si on faisait comme ça et boum, on a trouvé la solution. Donc on pense tout de suite que donc c'est la chance, c'est beaucoup d'éléments. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Par exemple, pour ceux qui s'intéressent un peu à la science, notamment à la physique et les effets de masse, on a par exemple un scientifique qui s'appelait Newton. Newton a défini donc le poids, l'attraction de la gravité et tout ça. Et il y a une histoire très connue, on dit que voilà, Newton, quand il se baladait un jour, il était fatigué, il s'est couché sous un arbre, c'était un pommier, et une des pommes lui est tombée sur la tête, et tout de suite, il s'est réveillé, il a regardé la pomme,
il a tout de suite compris que non, la définition du poids, donc ce n'est pas ce n'est pas le poids qui influe sur la Terre, mais donc c'est l'attraction de la Terre qui exerce sur les poids. Et tout de suite, on nous enseigne ça à l'école. Voilà, Newton est toujours enseigné et montré avec une pomme voilà, qui lui tombe sur la tête. Et c'est même ce qui a inspiré même Apple. Et voilà. Donc l'innovation, boum, un coup de génie. Alors que non, pour tous ceux qui ont fait un peu de recherche sur l'histoire du monsieur, non, c'était un scientifique réputé. Il avait fait des années de recherche. Moi, je pourrais aller m'asseoir sur une pomme, 10 000 tombes vont me tomber là-dessus, sur ma tête. Je ne vais pas avoir des coups de génie comme ça. Donc, il n'y a pas de hasard dans l'innovation, c'est de la recherche perpétuelle, c'est de l'investissement, c'est voilà, c'est tout cela. Donc, ça nécessite donc également un travail d'équipe, de la coopération. Et oui, on oublie, on parle souvent de Newton, mais Newton n'était pas seul. Il y avait une équipe de chercheurs. On parle parfois de Steve Jobs, mais beaucoup, et même lui, il a confessé dans sa biographie. C'était pas un technicien, comment dire, un informaticien de génie, mais pardon, il avait une équipe de techniciens vraiment formidable qui était derrière lui. Et donc, il faut savoir s'entourer aussi pour pouvoir innover et voilà, et de la coopération. Donc, inventeur, chercheur, ingénieur de procédés, produits de concept, les juristes et les spécialistes de la commercialisation, les financiers et les gestionnaires de production, les spécialistes de la vente. Bref, il y a toujours des combinaisons qui sont à l'issue de beaucoup d'innovations. Donc, les chefs d'entreprise sont des metteurs en scène, c'est connu. C'est des gens qui, même s'ils n'ont pas la compétence de recherche, d'innovation, de création, ils ont cette capacité d'optimiser cela et d'en faire une réussite surtout. Voilà. Parce qu'on a vu par exemple, on a vu des innovations très très géniaux qui sont passées inaperçues et ça a été revu des années après parce que certains scientifiques ont pu remettre ça en évidence. Très récemment, je disais l'histoire d'une dame chercheuse scientifique voilà, qui avait fait beaucoup de recherches dans le domaine de l'électrostatique et donc de la création de l'ampoule. Thomas Edison a récolté tous les lauriers, mais plus ça a été démontré que c'était une femme noire qui avait les choses, qui avait fait les premiers prémices de la création de l'ampoule. Donc vous voyez que il y avait un manque aussi de leadership autour du fait qu'on devait présenter cette personne, sans oublier que c'était la période post-coloniale aux États-Unis, donc c'était pas évident aussi voilà, d'afficher une femme noire comme voilà, le génie du siècle qui allait révolutionner le monde. Donc la question de l'environnement également. Donc l'attitude généralement à l'égard du risque, l'échec et voilà, la capacité d'accepter aussi la technologie, les sciences, tout cela. Donc, il ne faut pas se dire que je ne suis pas scientifique, je ne vais pas toucher à tout cela. Non. Ce n'est pas une question de est-ce que je suis scientifique. C'est comment on mobilise, comment on révolutionne un environnement, que ce soit avec la technologie, que ce soit la méthodologie. Donc, les caractéristiques des chefs d'entreprise qui innovent, bien sûr, une aptitude à réfléchir. Et donc, c'est ce que je vous souhaite, une aptitude à réfléchir, à prendre des risques et des décisions. Les risques et décisions, c'est-à-dire que prendre des risques et décider, c'est-à-dire qu'il faut aussi mesurer et, voilà, et calculer et bien décider en pleine conscience pleine connaissance de cause. Une indépendance et réflexion pour considérer euh, les futurs rêves. Donc, voilà. Il y a un moment où on rêve, il y a un moment où on se lève pour les réaliser. Donc, voilà. Donc, il faut une indépendance aussi. Voilà. Parce que j'ai un rêve, j'ai une motivation, j'agis directement, j'ai une foi, donc je le fais sans réfléchir, sans discernement. C'est pas une bonne idée. Même si c'est des moteurs qui sont nécessaires et géniaux, il ne faut pas voilà, mettre son cerveau en pause pour cela. Donc, j'espère que voilà, la connexion n'est pas coupée, super. Donc, ne connaissent ni inhibition ni limitation. Donc, voilà. Donc, ni inhibition, c'est-à-dire que c'est. Vous voyez que vous voyez des gens, par exemple, on les connaît, ils sont timides, ils se mélangent pas. Mais lorsqu'ils sont dans le contexte de leur projet ou produit, ils ont travaillé des années, l'inhibition part. C'est comme s'ils sont, voilà, comme s'ils sont libérés, comme s'ils sont changés. Et ils sont, voilà. Donc, pas d'inhibition, pas de limitation, surtout dans la présentation parfois, surtout dans la recherche, parce qu'on veut innover.
Et donc, des obstacles à l'innovation. On va se parler de quelques obstacles. Donc, les structures conservatrices et les hiérarchies hostiles à l'innovation. Il y a des structures où vous allez voir le boss, j'ai une idée, il dit non, fais uniquement ce qu'on t'a dit. Et ça tue l'innovation et ça, non seulement ça limite la personne qui est venue proposer des choses en capacité, mais l'entreprise se prive d'une opportunité aussi de grandir et d'évoluer. Donc, voilà, si vous souhaitez innover, que vous voyez que vous êtes dans une structure où on insiste beaucoup sur la hiérarchie, fait juste, où on est déjà dans l'opérationnel, on veut juste faire ce qu'il y a à faire et avancer, bah, comprenez déjà que vous n'êtes pas au bon endroit si vous voulez innover dans une... Ou alors vous voulez créer une innovation, vous mettez avec une forme voilà, quasi militaire, trop, voilà, trop, vous voyez que souvent on vous donne les structures hiérarchiques, directeur DG, les structures matricielles fortes, où voilà, c'est purement la hiérarchie. Il y a aucune staffing line, il y a aucun moment où il y a du brainstorming, où il y a de la discussion. Donc ça, c'est pas euh, propice à l'innovation. Donc les nouvelles idées mettent en péril donc les profits générés par les produits. Oui, parce que ça demande aussi d'investir dedans. Donc, quand l'investissement, on a peur de ne pas pouvoir rentabiliser l'investissement, donc cela peut créer aussi une anxiété. Et donc voilà, quand on investit en connaissance de cause. Et si on perd, ben, c'est comme l'investissement dans le marché financier. On vous dit généralement, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est-à-dire que si vous perdez cet argent, ben, c'est perdu, c'est fini, on avance. Et donc voilà. Et donc, c'est comme souvent vous inscrivez dans une formation ou une formation académique, vous fassiez un diplôme, mais vous ne savez pas derrière comment ça va se passer. Vous espérez que lorsque vous allez avoir cette connaissance-là, vous pourrez créer quelque chose, vous pourrez innover, vous pourrez développer quelque chose. Donc, c'est aussi une question de foi et aussi voilà, de, de motivation. Beaucoup de facteurs que j'ai cités. Voilà. Donc, c'est compliqué de définir l'innovation, mais c'est un exercice voilà, qu'il fallait tenter et bien sûr qu'il faut que nous essayons, nous aussi, afin d'innover dans nos structures. Je rappelle, pas d'innovation, pas d'évolution, pas de valeur ajoutée et donc pas de pérennisation. Voilà. Donc les inventeurs ne sont pas toujours capables de présenter leurs idées voilà, sur les aspects commerciaux, effectivement. Et c'est pour ça que les inventeurs, euh, peut-être soit ils sont soit des, comment dire, ils vont juste occuper un poste où ils sont à l'aise, où ils sont libres de pouvoir créer et gérer, laisser maintenant, laisser aux spécialistes de l'aspect commercial, de l'aspect présentation, de l'aspect marketing, de faire pour eux. Donc c'est souvent comme ça. Donc toujours les obstacles, les innovateurs sont considérés comme parfois des virus, parfois des fauteurs de troubles dans l'entreprise. Et ils le sont. Et ils le sont jusqu'à ce qu'ils innovent et qu'ils puissent amener vraiment voilà, la rentabilité ou le succès. Sinon, effectivement, on va dépenser, on va vouloir chercher des éléments, tout ça, mais rien de tout ça. Euh, mais si on se positionne du point de vue purement managérial, c'est comme jeter de l'argent à la fenêtre. Et attention, le management est là pour optimiser les opérations, pas pour optimiser euh, l'aspect projet, l'aspect évolution. Évolution dans le sens où on veut distraire, c'est-à-dire que, par exemple, le manager, lui comment il voit l'entreprise évoluer, c'est une petite courbe qui augmente petit à petit, un petit peu chaque mois, un petit peu chaque mois. Alors que l'innovateur, lui, voilà, on est là, on a notre petite courbe qui évolue, il veut faire un gros boom en un mois ou en 2 jours. Donc, c'est deux manières de penser différentes. Et donc, pour faire ce gros boom, il faut prendre des gros risques. Et il faut, voilà, il y a le risque de se tomber, d'avoir aussi un gros boom en termes de graphique qui tombe directement en bas. Donc voilà, donc les entreprises ignorent également que les innovations cadrent avec les profils des commerciaux. Effectivement, les innovateurs, on pense souvent à scientifiques, informaticiens, tout. Mais on peut avoir des innovateurs dans n'importe quel domaine. Ça peut être des commerciaux, ça peut être, voilà, ça peut être des techniciens, ça peut être de la main-d'œuvre, ça peut être même le planton qui est en bas, il peut innover. Donc, l'innovation se trouve partout. Et donc, voilà, les entreprises, voilà, il n'y a pas de profil type à dire que voilà. Donc, et même sur l'aspect commercial, certains innovateurs ne sont pas bons, mais certains sont bons aussi.
dans l'affectation budgétaire qui sont conçues. Donc, si vous voulez innover, réfléchissez faites une affectation budgétaire pour cela et vous pouvez avoir une innovation à hauteur de souhait par rapport à ce que vous avez investi. Mais n'attendez pas, un jour vous êtes là, une pomme vous tombe dessus avec une idée merveilleuse et voilà, non. Il faut aller chercher ces idées. Il faut faire de la recherche. Voilà, donc les idées nouvelles sont découragées de manière subtile souvent. Donc souvent oui, quand c'est nouveau, on a peur et c'est la peur du changement qui fait que les êtres humains sont toujours réticents. On a peur que ça change, ça chamboule et que ça n'évolue pas. Et donc, il y a des blocages au niveau du financement, blocages de désignation généraliste, il y a beaucoup de blocages qui sont là. Et donc, il y a des signaux subtils voilà, qui tendent à dire on ne peut pas continuer avec vous dans ce sens, on va arrêter. Donc, pour conclure, je pense qu'il est 22h17, on a juste le temps pour la question. Toutes les nations toutes les nations compétentes, comme des personnes créatives qui inventent avec des cultures et des expériences diverses. Donc, l'un des meilleurs moyens de stimuler donc, les idées grandioses, c'est de donner bien sûr aux créateurs, aux inventeurs, la possibilité réelle de développer donc, leurs idées et voilà, les universités, les organisations de recherche et développement, voilà, donc tout cela, en gros, il faut créer l'environnement. Et l'environnement, c'est d'abord les hommes. Il faut se mettre d'accord pour avoir un environnement propice à la recherche, propice au test, propice à, à prendre des risques aussi pour grandir, pour avoir de nouvelles choses. Parce qu'il y a, je ne sais pas si c'est un scientifique ou c'est un politicien qui disait que voilà, si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez pouvoir faire ce que vous n'avez jamais fait. Et donc l'innovation aussi, c'est aussi ce genre de philosophie voilà, qui en découle. Voilà donc sur ce, je vous remercie. Je pense que c'est bon. C'est bon. Nous pouvons passer aux questions. Partage d'écran est coupé. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce que vous avez tout suivi déjà? Parce que je vois qu'on n'a que trois. Est-ce que vous avez tout suivi? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce qu'il y a des questions déjà? J'espère que je n'ai pas parlé pendant 1 heure tout seul. Non, Ok. merci pour la présentation. On a tout suivi et c'était cool. Mais bon, moi, j'ai pas de questions. Donc, c'était cool. Super. Ensuite, Amara, toi, tu as suivi? Oui, moi j'ai suivi, mais il y a eu des interruptions. Quand même, les parties que j'ai suivies, Ok, j'ai compris ces parties-là. super, excellent. Et toi, Syrah, ça va? Tu as pu suivre? Micro fermé, on ne répond pas. Elle ne s'est pas connectée, elle allait dormir. Alors, Aïchatou Kamara, vous avez suivi quand même. Est-ce que vous, ça va? Oui, Mhm. oui, ça va. Est-ce que vous avez des questions? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment dans le sens où vous n'avez rien compris ou bien vous avez tout compris? J'ai un peu compris. Mhm. Donc j'espère que vous allez mettre en place un process ou une stratégie pour innover dans votre entreprise. N'est-ce pas? Bonsoir. Super. Ah, Syrah des épices. Oui. Est-ce que la réunion même ne s'était pas coupée? C'est parce que c'est venu sans que je me rende compte. Je dormais pas aimé. À un moment, ça s'est coupé. Maintenant, au moment où tu dis, Syrah, est-ce que tu as suivi? C'est en ce moment-là que la voix est venue. Je pense que c'est un problème dû aussi. Je ne sais pas si ça s'est manifesté chez les autres. Non, mais moi, je peut-être. pensais même que la réunion était finie. C'est quand tu m'as dit, c'est quand tu as parlé, Syrah, et Amara a commencé à parler que c'est venu. C'est bizarre. Pourtant, c'est maintenant mon cours. En fait, Mais ça montrait que j'étais à la réunion. Oui, de A à Z, tu étais là. Par exemple, les Parce autres. qu'à un moment, quand même, ça s'est coupé.
Moi, je Oui, pensais que oui, le lien avait un à un problème. moment donné, moi j'ai une coupure de courant chez moi. Donc, du coup, je me suis reconnecté sur forfait téléphonique. Et, et quand je me suis reconnecté, les gens étaient là. Donc, j'ai continué avec eux. Oui, moi, j'étais là. Bah voilà, donc, J'écoutais même. Mais ah à un voilà. moment, 20 minutes après, ça s'est coupé jusqu'à... C'est maintenant même c'est venu. Je pensais que la Sierra, réunion c'est était vrai. finie. Et les autres, ça a À un coupé chez moment, vous aussi. Hein? ça n'a pas Oui, pris plus de ça fait 2 un minutes. mois que ça fait chez moi, Mhm. mais ça Ça n'a n'a pas pas duré pris chez plus nous. de... Ah, ok. Bon, depuis que ça s'est coupé chez moi, c'est quand Amara a parlé, Amara vient de parler à l'instant que le micro est venu. C'est étrange. Ah, je pensais que c'était fini. Ah non, c'est. Non, non, C'est que c'est. là, c'est un problème à revoir sur le site. Ah, tu n'accusez pas le site là. Le site là, on a travaillé tellement dessus là. Ça là, ça là, ça, Google a pris des années pour innover. Nous aussi, on a créé ça ici. Oui. Quand même. Oui, je vois. Non, Euh, c'est juste, comment dire, si, on va essayer de vérifier. Mais à l'avenir, voilà, voilà. peut-être ça peut montrer que je suis là alors qu'en réalité, je ne suis pas. Non, toi, tu es avec téléphone ou tu es sur PC? Non, je suis avec le téléphone. Je Ok. continue même à pavaner sur, comment dire, sur Facebook et tout. C'est quand Amara a parlé, j'ai dit, c'est pas encore fini. On est là, on est en train de parler. Et pourtant, D'accord. il n'y avait pas de son, mais je pensais que tout était fini parce que ça s'est coupé. Sierra, sûrement c'était chez toi parce que nous ici, bon, moi quand même, j'ai tout suivi. Et C'est pourtant, vrai, j'étais connecté. ça n'a pas coupé pendant plus de 2 minutes. Quoi, donc, Voilà. Oh, mais c'est voilà, ça. le fait que ça s'est coupé chez moi, c'est plus venu. Bon, pour moi, ça n'a pas dépassé 5 minutes chez moi. Voilà, ça c'était lors de la coupure de courant, je pense. Non, c'était après la coupure. Quand ça, le courant s'est coupé. Non, après la coupure, ça s'est coupé chez moi. Ok. Après la coupure, vous allez reconnecter. Ça s'est après, ça s'est coupé chez moi pendant 5 minutes environ. Et ça s'est venu. Ok. D'accord, on verra après. Sinon, tout ce que vous avez dit là. Mais tu as retenu quelque chose au moins de la formation, j'espère. Oui, j'ai retenu, mais Ah, ok. le temps qui s'est écoulé, en fait, dans ma tête, le truc là, c'était fini même. C'est quand j'entends Amara, j'ai dit. Mais j'ai pu les premières heures. Oui, non, les 30 minutes. Voilà, les premières 30 minutes là. J'ai pu retenir quelque chose. Super. Donc, si vous avez compris, je vais essayer de vous envoyer ce fichier. Comme ça, vous pourrez également relire aussi. Mais ce que je vous tiens à ce que vous fassiez, c'est surtout que vous essayez aussi de mettre dans vos entreprises des stratégies d'innovation. Comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit, sans innovation, il n'y a pas d'évolution. Vous pouvez être dans l'opérationnel, toujours essayer de vendre plus, mais essayer de trouver une stratégie ou un temps pour voir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux créer de nouveau pour pouvoir dire que voilà, cette entreprise innove, elle fait ce que personne ne fait. Et tant que vous n'êtes pas dans la recherche d'innovation, elle ne va pas venir d'elle-même. Donc, tout un chacun, voilà, je tiens à ce que vous essayez de réfléchir, de revoir dans vos affaires comment est-ce que je peux innover dedans. Et comme on l'a dit, il y a 3 manières. Soit c'est inventer quelque chose de nouveau, soit c'est innover dans les processus, voilà. Ou alors innover carrément dans les deux. C'est-à-dire que je crée un nouveau produit et je le vends d'une nouvelle manière. Voilà. Donc voilà pour moi les mots de conclusion. Donc si c'est bon pour vous, on va arrêter là pour ce soir. Et voilà. C'est bon? Oui, chez moi, c'est bon. Super. D'accord. Et expérience utilisateur, la plateforme, ça va, non? Oui, la plateforme, ça va. En fait, je viens de comprendre. À un moment donné, j'étais rentrée dans Facebook. Maintenant, je viens de rentrer dans Facebook. Ça s'est coupé. Donc, le fait que j'étais dans Facebook, après, je suis ressortie de Facebook. Donc là, la voix est revenue. D'accord. Donc, désormais, en début de formation, je vais donner comme conseil, n'allez pas sur Facebook. Voilà. On peut aller sur WhatsApp, ça peut marcher. Mais je pense que quand on rentre sur TikTok ou sur Facebook,
ça se coupe. Mais en principe, là, vous êtes censé être dans le webinaire concentré et regarder. Si vous êtes dans une salle de formation, si vous êtes dans une salle de formation, là, vous allez regarder uniquement devant. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça veut dire que tous les gens qui disent j'ai des problèmes d'interruption, là, ça veut dire qu'ils vont se balader arrière. Ça m'a donné l'information. Ah, on dirait. Ça va. D'accord. Donc, je pense que désormais, on va faire nos activités en ligne sur notre plateforme. Et je pense que c'est un mieux. Et surtout que, voilà, quand tu payes cher là-dessus, donc il faut optimiser. Exact. D'accord. Et Voilà. cette histoire, on coupe comment? Ah bah, Ah oui, je vois en rouge ici. tout est là. C'est fini, là? C'est fini. Allez, je vous dis bonne soirée. Et Ok, voilà. bonne soirée. Je pense que demain, il y a la suite demain, c'est qui forme? Ça, c'est au bureau, hein. C'est Kumba, n'est-ce pas? Oui, c'est Kumba. Voilà. C'est à refaire. Voilà. Donc, j'espère que pour ceux-là qui ne seront pas là, quelqu'un pourra ouvrir une machine et tourner la caméra pour que ceux qui sont à distance pourront suivre. Vraiment, ça sera tellement mieux parce qu'actuellement, le déplacement, c'est très compliqué. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on va. Je vais voir si Aïcha est là, je vais la demander de mettre une caméra pour qu'on puisse au moins suivre. Ok, merci à l'avance. Super. Allez, bonne nuit. Merci.